Bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième épisode du podcast à la coupe, co-animé par Coach Gagnon et moi-même, Yves Lantier. Le tout est possible grâce à Medcode Productions. Coach, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Comment ça se passe, toi, jusqu'à date, là, les dernières semaines? On a manqué quoi, là, un 3 semaines? Donc, on a manqué genre le repêchage. Non, le repêchage amateur, on l'avait eu. On a manqué l'ouverture des agents libres puis beaucoup de transactions, là. La fin des agents libres, puis aussi la Ligue nationale qui s'est calmée comme par la suite. Parce que le mois d'août, on le sait, il ne se passe jamais grand-chose. Mais c'est pas grave. Non, ce soir, on se rend compte, on va en discuter, on va se rattraper. On va rattraper le temps perdu. Il y a eu beaucoup de changements, honnêtement, dans plusieurs équipes. Là. Il y a des équipes que le visage va être complètement différent pour la prochaine saison. Fait que ça, c'est. J'ai hâte de voir comment ça va s'organiser parce que quand il y a bien du changement, des fois aussi, il n'y a pas d'harmonie entre les gars, il n'y a pas de chimie. Là. Fait que ça risque d'être un jeu dangereux, mettons. Fait qu'on va parler beaucoup de ça, mais avant toute chose, je tiens à te dire, je te souhaite un bon vendredi soir, mon cher ami. À toi aussi, mon cher ami. Une belle stellaire, toi. Bien sûr, bien sûr. Une petite blonde belge en soirée, ça se prend toujours bien, ça se déguste toujours bien. Donc, Oui. Quand il fait chaud de même, je t'avoue, j'aime bien les bières blanches. Les bières blanches qui ont peut-être un petit goût plus agrume. Là. Je trouve ça plus léger, j'aime bien ça. Alors, ouais, santé à toi, mon cher ami. Santé, ça tombe bien, il fait justement très chaud dans mon appartement en ce moment. Mon chat se peut plus. Moi non plus. Mon chat, il est couché à l'air climatisé en ce moment. Alors, la aussi. Alors, je pense qu'on n'a pas le choix si on va parler des mouvements dans la LNH. Il va falloir qu'on parle du Canadien. Le Canadien qui a quand même été actif, qui a été chercher des noms qui peut-être l'année passée, on aurait dit peut-être plus gros. Là, cette année, peut-être on y va plus subtil. Mais il reste qu'il y a eu quand même des gros mouvements du côté du Canadien. Le visage de l'équipe va être changé. On a appris, entre autres, que chez Weber ne va pas être là pour la saison. Ça, c'est un gros manque qui va être à combler. Ouais. Là, on a aussi des gars qui sont partis, comme un gars comme Thomas Tatar, comme Philippe Danault, qui ont eu des rôles importants à jouer par les années passées. Puis là, on les remplace. Du côté du Canadien, comment t'as filé, toi, la saison morte? Ben, je pense qu'on a frappé quelques bonnes balles. Marc Bergevin est en mesure de cocher les cases qu'il devait cocher. On a remplacé en partie la présence de chez Weber en allant chercher David Savard. Une grosse présence. Puis du côté droit, des défenseurs du côté droit cette saison-ci, à la saison morte, il n'y en avait pas beaucoup de disponibles. On était en chercher un, donc pour ça, c'est bien. On était chercher Mike Hoffman qui amène une grosse présence offensive sur le côté gauche, particulièrement sur le power play. Ça va faire crier pas mal de fans au Centre Bell cette saison, ça c'est sûr. Puis sinon, plusieurs petits moves mineurs, mais beaucoup de Québécois qui ont été amenés avec l'équipe. Ça, c'est toujours positif. Ça fait toujours plaisir à mon cœur de jeune fan canadien-français. mais bon, c'est le talent avant tout. Puis je pense qu'on était chercher quand même des bonnes pièces, surtout comme avec Mathieu Perreault. Mathieu Perreault, juste sortir mes données là, parce que je ne les connais pas par cœur. Il y a 5 saisons de plus de 15 buts, 6 saisons de 2013 à 2014 à 2018-2019. Où il y avait comme autour de plus de 30 points, si je ne me trompe pas. Ça se peut, oui. Oui, donc c'est quelqu'un qui est capable de t'apporter quelque chose, qui contribue. C'est un ailier gauche. Il s'amène avec les Lekonen et les Paul Byron de ce monde. On a pas mal de positions. Mais je veux rajouter un petit quelque chose, c'est qu'on a été chercher des centres aussi, parce que Perreault peut jouer au centre, Cédric Paquette peut jouer au centre aussi. C'est vrai. Je ne te dis pas nécessairement que c'est des centres naturels, mais c'est des gars qui sont capables de le faire. Fait tu peux continuer avec Perreault, là. J'aime t'écouter, vas-y. Ah, ben c'est bon, je vais continuer dans ce cas. Mais Perreault, on l'ajoute à notre profondeur. Je pense que c'est un gars qui va commencer la saison sur le 4e trio des Canadiens à la gauche. Du centre qui sera là. Est-ce que ça va être Paquette? Est-ce que ça va être quelqu'un d'autre? On ne sait pas encore. La saison n'est pas encore commencée. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté? Ben, dans le cas de Perreault, moi, ce que je te dirais, c'est que c'est un gars, quand il jouait junior, il était très offensif. Fait que, c'est un gars que, si tu lui donnes une chance qui aurait du sens, il pourrait des fois t'aider sur un deuxième trio. Fait que, il a été le chercher dans un bottom six, mais il pourrait aussi aider des fois pour le top six, mais je ne le vois pas à long terme dans le top six. Perso, ça, c'est une opinion qui m'est personnelle, mais je vois plus Perreault au centre que Cédric Paquette. Puis pour moi, Perreault est un gars qui a une bonne vitesse. C'est un gars qui est capable de créer de l'offensive. On lui a demandé avec les Jets de jouer plus défensivement. Il l'a fait. Fait pour moi, c'est un gars qui arrive avec une bonne attitude. Il est content de venir jouer à Montréal. Son contrat est ridicule. Je ne me rappelle plus exactement pour combien il a signé, mais je sais que c'est un contrat qui est très bas. C'est une addition dans notre bottom six avec Cédric Paquette qui est québécoise et qui sont fiers de porter le chandail. Puis ça, pour moi, c'est toujours quelque chose qui est important parce que les joueurs ne font pas jouer juste pour eux ou juste pour l'équipe. Ils jouent aussi pour l'honneur de ce qu'ils ont vu quand ils étaient jeunes. Puis ils jouent devant leur famille. Fait que premièrement,
clairement, l'addition de plusieurs Québécois est quelque chose qui est pour moi un impact important. De sur quoi l'année passée, en série, on avait juste Dano qui pouvait parler aux médias. Là, au moins, il va y en avoir plusieurs qui vont pouvoir parler aux médias. Je suis Ouais. content de voir qu'on n'a pas été chercher un, mais plusieurs Québécois. Fait que, tu sais, ça, je suis hyper content pour ça. David Savard, c'est pas un gars qui est un gars très Kodak, mais c'est un gars qui a un bon leadership et c'est un gars qui est professionnel et calme. Et ça, Ouais. c'est de quoi que j'aime. Perrault, c'est un gars qui est professionnel. C'est de quoi que j'aime. Cédric Paquette, je le connais peut-être un peu moins. Je sais un peu ce qu'il apportait auprès du Lightning de Tampa Bay. Mais je pense qu'on a été chercher des gars qui sont sérieux puis qui Ouais. vont amener l'équipe dans un bon sens. Ouais, ben Maintenant, tu peux continuer ton idée. Maintenant, outre les Québécois, on a fait d'autres additions aussi. Puis je pense que l'addition de Mike Hoffman, c'est une addition pour l'avantage numérique à fond la caisse. C'est un gars on en a parlé vaguement tantôt, mais je pense Ouais. qu'il y a comme 2 saisons dans sa carrière LNH qui n'a pas fait 20 buts. C'est un gars qui peut en faire 25. C'est pas un gars qui est responsable défensivement. C'est un gars qui est clairement là pour ton top 6. C'est un gars qui est clairement là pour ton avantage numérique. Puis avec les additions des dernières années, ce que moi j'observe, puis ça c'est une opinion personnelle, mais j'ai l'impression qu'on veut que l'attaque vienne de l'attaque. On veut que la production offensive vienne de l'attaque plus que des défensives, des défenseurs. Fait on a ajouté des gars comme Toffoli pour compter des buts, Josh Anderson pour compter des buts, Mike Hoffman pour compter des buts. On avait un problème de compter des buts, on en amène. Ah, ben c'est sûr que ça règle le problème de mettre un Mike Hoffman sur le problème. Tu le lances, tu espères que ça colle. Je pense que la question avec Hoffman, ça va être plus avec quel centre est-ce que tu le fais jouer, puis est-ce que le centre avec lequel tu le fais jouer va favoriser comme le plus de production comme de sa part? Est-ce que de le faire jouer avec un Kotkaniemi, c'est le place dans la meilleure position possible pour faire une saison de 30 buts? Ça, je pense que on se pose tous encore la question à ce point-ci. On ne sait pas dans quel état Kéké va se présenter en octobre, mais il y a des croûtes à manger, le jeune, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis, ce que je voulais revenir sur quelque chose que tu avais dit par rapport à Paquette. Pas Paquette, mais Perrault au centre. Je pense que c'est rassurant pour les Canadiens d'avoir un gars comme Perrault qui peut jouer au centre, qui peut jouer des grosses minutes, parce que Eric Stahl, en carrière, dans les 3 dernières saisons, c'est 15 à 17 minutes de temps de jeu. Donc, c'est un gars qui était capable de pinch-in. Peu importe, dans ton alignement, tu le plaçais, il était capable de pinch-in. Paquette, il n'est pas capable de faire ça, nécessairement. C'est 10 minutes par match et moins en moyenne. Donc, d'avoir comme un gars comme Perrault, comme ça, qui peut peut-être te dépanner sur ton troisième, sur ton deuxième trio, si jamais il arrive un carambolage, ça va être rassurant pour l'équipe. Ben oui, parce que, tu sais, avec les Jets, il y avait eu quand même à plusieurs reprises des blessures, puis il y a eu à jouer de temps en temps des rôles plus offensifs. C'est pas lui qui était la figure offensive des Jets. Quand tu penses aux Jets, c'est sûr que tu vas penser à Scheifele, puis tu vas penser, tu sais, aux gros noms comme Corner, mais il reste qu'il y a eu quand même des fois à jouer des rôles plus offensifs. Mais depuis qu'il est dans la Ligue nationale, on lui demande pas nécessairement de jouer top 6. Ça, c'est quelque chose qui est dommage, parce que Junior, c'est un gars qui était capable de produire offensivement. Oui, ben c'est un gars qui a un coup de patin rapide. J'ai été voir ses compilations de buts des dernières années, puis il dévie des rondelles beaucoup. C'est un gars qui arrive dans la slot à toute épingle, puis il réussit parfois comme à prendre un bon tir au filet. C'est pas la meilleure shot que j'ai vue de ma vie, mais je pense que c'est un gars qui a un quick release puis qui va être capable de l'utiliser en avant du filet des équipes qu'on va affronter. Je ne m'attends pas à ce qu'il fasse plus que 15 buts nécessairement, mais toute production offensive au centre chez le Canadien est la bienvenue parce que l'année passée, c'en était risible, surtout quand on affrontait les Maple Leafs, quand on comparait les statistiques des Tavares et Matthews avec Suzuki, Dano, Evans et Stahl. On était comme, oh my God, est-ce que c'est la même ligue? Est-ce que c'est deux univers parallèles qui se rencontrent? On en arrachait un peu, on va probablement en arracher encore cette année. Fait que d'avoir un gars comme Perrault, c'est sûr que c'est rassurant. Ça dépend de ta logique de formation aussi, parce que il y a des formations qui croient que ceux qui doivent faire le plus de points, c'est les alliés pour que le centre soit plus retiré et qu'ils jouent défensivement, ce qui était le cas du Canadien. Tu as d'autres équipes qui croient que le centre doit faire la production offensive, fait qu'ils vont le faire plus avancer. Fait que, le Canadien a fait un choix stratégique au niveau de sa formation, puis c'était des centres plus reculés. Moi, ce qui me fait peur, puis je veux en parler un peu, c'est les centres sont jeunes. On a beaucoup de centres qui ont moins de 25 ans. Si je ne fais pas erreur, je pense qu'ils ont tous moins de 25 ans, sauf
Perrault ou Paquette, peu importe qui va être le quatrième. Je pense que Jake Evans a 25 ans cette saison. OK, il est borderline, mais still, je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 saisons Ligue américaine, puis là, il est à quoi? À sa première saison complète dans la Ton LNH. point se tient parfaitement. La OK. jeunesse règne au centre, t'inquiète pas. C'est pas Jake Evans qui la balance à l'eau. Il change toute la donnée, il a de l'expérience, il a 25. Puis tu sais, j'ai entendu Alex Burrows qui disait qu'un plan possible aurait été de mettre un gars comme Ryan Poehling centre du deuxième trio. Tu sais, Poehling a très bien fait à Laval. En tout cas, il a très bien fait dans la Ligue américaine l'année passée. Mais je me pose quand même la question, est-ce que, parce que la LNH, je ne veux pas, c'est plus rapide. Est-ce qu'il y a le brin de seconde qu'il faut pour être capable de s'adapter non seulement à la LNH, mais à un top 6 de la LNH? J'émets des réticences. Et là, j'ai de la misère. Mon deuxième centre, je bloque un peu. Oui, ben, je te comprends de bloquer, puis je pense que la logique des choses fait que tu vas regarder vers Kotkaniemi en premier, puis après ça, tu vas être comme ah, ben il y a Poehling aussi, qui pourrait avoir une breakout season, puis comme surprendre tout le monde. Il a fait 25 points en 28 matchs dans la AHL la saison passée. Ça, c'est une saison après la bubble, où les Canadiens s'étaient qualifiés sur les fesses. Il s'est présenté comme Black Aces. Les Black Aces, c'est les joueurs du Rocket qui sont appelés pour dépanner s'il y a besoin. C'est les joueurs qui restent avec l'équipe. Il n'était pas en forme à ce moment-là. Il n'était pas en shape. L'équipe était déçue de lui, évidemment. Il est retourné à Laval. Comme le coach du Rocket était sur son dos. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié le nom de Joël Bouchard. De seconde. Je m'excuse, Joël, mais il était sur son dos, puis il a réussi à monter la barre. Donc, cette année, pour Kotkaniemi et Ryan Poehling, ça va être des années déterminantes parce que je ne pense pas que Marc Bergevin va être en mesure de combler ce trou-là. Je pense que lui doit travailler jour et nuit pour le faire, mais si ce n'est pas la seule équipe qui a besoin d'un deuxième centre en ce moment, tu as les Bruins de Boston qui sont juste à côté, qui ont plein de belles choses à offrir, qui doivent se battre de tout corps, tout âme pour aller chercher les services de Christian Dvorak qui semble faire comme à Phoenix, mais cette année, ça va être déterminant pour Kotkaniemi, Poehling. Moi, j'espère pour les deux jeunes qu'il y a quelque chose qui va débloquer dans leur cas et qu'on va être en mesure de pouvoir les voir dans le plan long terme. Je pense que c'est deux gars qui ont des belles qualités. Poehling, c'est un joueur qui peut jouer sur 200 pieds. C'est un joueur qui est un gros bonhomme. Ouais. C'est pas nécessairement le meilleur shot, le meilleur talent offensif, mais il est capable de te respecter un plan de match sur un temps. Kotkaniemi, on le sait, parfois il manque de constance. Il est un peu éparpillé. On dirait qu'il aurait besoin de crazy glue pour coller les morceaux de son jeu pour faire en sorte que ça fonctionne tout le temps. Il manque un peu de constance, mais on ne sait pas. C'est peut-être cette année que la magie va s'opérer. Écoute, il y a 2 points que je veux apporter. Premier point, les Coyotes ne sont plus à Phoenix, c'est les Coyotes d'Arizona. C'est un bon point. Je m'excuse. Mais le deuxième point, c'est que, tu sais, pour l'instant, là, au moment où on filme, Kotkaniemi n'est toujours pas signé. Donc, il y a eu une offre, mais il n'a toujours pas accepté. Ouais. Fait que, est-ce qu'on va l'avoir en début de saison? Est-ce qu'il va se lancer dans une grève? Je ne sais même pas c'est quoi l'offre qu'il a reçue. Là, en fait. Je ne sais pas si c'est quelque chose de bien ou de mal. Là. Mais tu sais, est-ce qu'on va pouvoir compter sur lui? Là, ta formation actuellement n'a pas Kotkaniemi. Ce qui fait donc que ton premier centre, tu as Suzuki, mais après ça, il va falloir que tu y ailles avec Jake Evans, Perrault. Ouais, il se passe quoi, là? C'est sûr que d'avoir un Kotkaniemi qui fait la grève, qui fait un sit-in en avant du Centre Bell ou qui en fait un en Finlande, probablement qu'il resterait en Finlande et s'entraînerait avec l'équipe que son père coachait à Paris pour garder la forme, un peu comme Nylander avait fait il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois. C'est sûr que ça ferait mal aux Canadiens que Kotkaniemi ne prenne pas un bridge deal parce que probablement qu'on lui offre un bridge deal en ce moment, c'est-à-dire on donne un contrat à faible coût pendant peu d'années. On veut que tu nous montres ce que tu es capable de faire, puis après ça, comment on va te payer. Je pense que tout observateur qui regarde les Canadiens en ce moment se dit que c'est le genre de contrat que Kotkaniemi doit prendre parce qu'il n'a rien montré jusqu'ici à part quelques flamèches en série, mais ce n'est pas quelques flamèches en série qui te permettent de décrocher la banque non plus. Je pense qu'il faut être raison. Actuellement, pour moi, là, ses performances me rappellent l'harceleur. C'est un gars qu'en saison régulière, il n'était pas régulier, mais en playoff,
Dieu sait pourquoi il était fou. Là, Ouais. fait que je ne veux pas dire qu'il va se développer comme harceleur, c'est pas ça, mais il reste que pour moi, j'aurais peur qu'il devienne un harceleur, c'est-à-dire un gars que tu vis avec en saison régulière, puis qu'en playoff, tu es content de l'avoir. Mais en même temps, tu as besoin de joueurs de playoff aussi, là, ça peut être utile, mais je ne veux pas lancer la pierre à Kotkaniemi parce que c'est peut-être en lien aussi avec la situation familiale actuelle, puis son père qui a une maladie. Donc, peut-être qu'il est juste ailleurs dans sa tête, dans sa vie. Mais moi, commencer la saison sans Kotkaniemi, cette ligne de centre-là, je n'y fais pas confiance. Même si j'aime beaucoup un gars comme Jake Evans, j'aurais de la misère à le voir. Je sais que l'organisation dit qu'il est à peu près comme Dano, puis non, je pense pas. Il ne pourrait pas jouer contre Austin Matthews tout le temps. Mais même avec Kotkaniemi, je pense que c'est difficile de faire confiance à cette ligne de centre-là. C'est l'avoir Kotkaniemi comme deuxième centre, ça met énormément de pression sur les épaules de Suzuki. On a vu qu'il est capable d'en prendre, Suzuki, mais peut-être que dans le meilleur des mondes en ce moment, ce serait un deuxième centre pour lui donner le temps de prendre du galon, peut-être pas nécessairement l'exposer à chaque soir aux meilleurs adversaires disponibles. Ça serait comme bien. Kotkaniemi, deuxième centre, va-t-il être en mesure d'alimenter à profusion les Gallagher et les Hoffman de ce monde, les gars qui sont là pour amener nécessairement comme une production? Jusqu'ici, avec les Canadiens, ça n'a pas de se lier comme avec ses coéquipiers sur la patinoire. Ça n'a pas nécessairement été ce qui a été récurrent. Ce n'est pas nécessairement le portrait qu'on lui connaît le plus. Donc, j'ai hâte de voir s'il va être capable de prendre un step, surtout qu'au niveau de sa vitesse cet été. Mais je suis craintif aussi. Jake Evans, j'ai très confiance en Jake Evans dans un rôle défensif. Ouais, je pense qu'il a toujours été perçu un peu comme le quatrième centre avec sa constance, puis avec le fait aussi qu'il respecte un peu ce que les Canadiens veulent avoir chez leur centre de bottom six, comme leur centre défensif. Mais ça lui permet peut-être d'accéder à un rôle de troisième centre dans une organisation qui est faible à cette position-là. Donc, ça, c'est correct, mais en même temps, j'aimerais l'avoir sur ma quatrième ligne. Moi, je te lance quelque chose, OK? Ouais. C'est boule de cristal. Là, pour moi, Jake Evans est un gars qui devrait devenir un troisième centre et non un quatrième. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui est super intelligent. Le gars, il est intelligent, mais il n'a pas nécessairement le hockey IQ que Suzuki a. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut qu'il apprenne tranquillement. Mais ce gars-là, d'après moi, à 30 ans, va être une valeur sûre dans une organisation pour un jeu défensif. Fait que pour moi, Jake Evans, actuellement, il est utile, mais c'est un projet à long terme qui va être très valable. Puis je pense que quatrième centre, je verrais plus un Cédric Paquette quatrième centre que Jake Evans, mais ça, c'est mon choix. J'aimerais aussi t'entendre sur quelque chose. Oui, parfait. Nous avons celui qui est peut-être un des plus leaders, mettons, dans l'organisation actuellement, qui serait Brendan Gallagher. Il vient de perdre ses deux acolytes. Lui, il a joué les dernières années avec un Thomas Tatar, Philippe Dano. Il est habitué de jouer avec eux autres. Quand ils ont pris la photo avec le trophée Campbell, Tatar ne jouait pas, mais il était quand même avec eux autres. Et là, il perd cette chimie-là. On fait quoi avec lui? Il va jouer avec qui? Il se ramasse où? On va chercher Galchenyuk qui ont ravive la dynamique d'antan, voyons. C'est plate parce que là, c'est ce que je voulais lancer comme carte, cette affaire-là, puis tu viens de la plugger. OK. On est connecté, Yves. On est connecté. On est connecté par Wi-Fi et par amitié. On est trop connecté, man. Alors, Galchenyuk a été vu, en fait, à Montréal, là, je pense que c'est 2 ou 3 jours, semble-t-il, avec son père, je crois. Non, il est toujours avec son papa, Galchenyuk. Je ne sais pas s'il fait le parfait avec son papa aussi, par contre. Ça, c'est la question que je me pose. Ce que je peux dire avec assurance, c'est que Galchenyuk reçoit des textes de son père entre les périodes puis après les matchs. Donc, il y a tout le temps une connexion avec son père. Puis ça, c'est de quoi que le Canadien détestait pour mourir. Ah, c'est tellement too much. Oui. Puis surtout quand que tu vas comme donner plus de valeur à ce que ton père va dire qu'à ce que ton coach va dire. Au final, tu sais, Galchenyuk est, à mes yeux, a toujours été un peu comme un Hoffman. Hoffman, il joue pour compter un but. Il ne joue pas nécessairement le système de jeu. Puis, ben, écoute, ça a fonctionné pour lui. Galchenyuk, c'est plus difficile. Mais Galchenyuk, l'année passée avec les Mariners de Toronto, en tout cas, j'ai vu quelques matchs. Moi, j'ai trouvé étincelant. Puis, avec les Leafs, ça a été plus difficile. Mais en même temps, il s'est fait barouetter partout. Oui, mais il n'avait pas connu des mauvaises séries avec les Maple Leafs, Galchenyuk. Au début de la série, en même temps, les Canadiens paraissaient très mal. Les Maple Leafs paraissaient très bien. Mais Galchenyuk, je n'avais pas trouvé qu'il faisait mal nécessairement. Je pense qu'il a gagné sa place dans l'alignement des Maple Leafs la saison passée. Ils l'ont remplacé cette année. Il aurait pu garder
ses services, ils ont préféré aller chercher Will Bunting ou un gars comme Cassé. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a une certaine valeur dans le bon contexte. C'est juste que est-ce que ça peut être un gars qui peut avoir une bonne valeur pendant 82 matchs puis 16 matchs de série? Ça, je ne sais pas. Je ne pense pas, en fait. Je pense qu'il va c'est un gars qui peut avoir de bonnes séquences. Il peut avoir un certain flair offensif. Si les Canadiens vont le chercher, peut-être que ça peut ajouter quelque chose. C'est sûr que ça peut ajouter quelque chose, mais je ne pense pas que... Galchenyuk, avec les Marlies, il était premier trio, premier power play. Puis il allait très bien. Avec les Maple Leafs, il était comme troisième trio. Donc, là, à savoir, toi, dans ton organisation du Canadien de Montréal, si tu veux le faire jouer avec Brendan Gallagher, tu te dis, ils ont des chimie, les gars s'entendent bien. Il faut que tu descendes Gallagher sur ton troisième trio. Ouais. Es-tu à l'aise avec ça? Ah ben, je suis à l'aise avec ça, surtout si les Canadiens roulent leurs 3 lignes. Puis si certaines saisons, certains matchs, la 3e ligne devient la 2e ligne, je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir encore une fois avec les Canadiens cette année, c'est de les voir jouer avec leur trio, les voir jouer avec leur profondeur. Si la ligne à Gallagher a plus de succès, les voir un peu devenir la 2e, peut-être même la première ligne de l'équipe. Durant comme une certaine séquence. Je pense que c'est quelque chose qui peut être possible. C'est sûr que d'avoir un gars qui a un capit de 5,6 millions sur ta 3e ligne, ça te crée comme un certain malaise cardiaque. C'est pas nécessairement ça qui est censé arriver comme habituellement, surtout comme avec Jake Evans. Tu mets le gars à 5,6 millions avec Jake Evans, tu mets comme Galchenyuk, ça fait comme une espèce de courte pointe de papier mâché un peu magané avec un diamant dessus, puis peut-être genre une pièce d'argent qui est comme Jake Evans. Ça te donne une espèce de ligne Frankenstein un peu étrange, mais en même temps, si ça fonctionne, pourquoi pas? Si les gars sont capables d'avoir une production stable, puis que la présence de Jake Evans et de Gallagher fortifie la ligne au niveau défensif, peut-être que d'avoir un Alex Galchenyuk avec Gallagher sur une 3e ligne, ça devient un avantage plus que d'autres choses. Parce que moi, ce que je voyais comme étant le plus gros problème, c'est qu'il faut que tu convainques Gallagher, qui était dans tes avants les plus utilisés des dernières années, de jouer un rôle beaucoup moins important. C'est ça qui, moi, était difficile. Mais en même temps, si le gars, c'est un leader, un vrai leader, qui a la main blessée, si c'est un leader, il va accepter ce rôle-là. Et là, si toi, mettons qu'on réussit à avoir Galchenyuk pour pas trop cher, parce qu'on n'a pas énormément de marge. C'est sûr, mais qu'on mette Weber sur le LITR, ça va être mieux. Mais bref, si on réussit à l'avoir pas trop cher, ton avantage numérique va avoir quand même Tyler Toffoli, Cole Caulfield, Alex Galchenyuk, Mike Hoffman. Là, tu as des tireurs en petit guidou dans cette équipe-là. Ça serait quelque chose. Tu aurais 2 vagues qui pourraient potentiellement te compter un but à chaque soir. Puis je pense que les Canadiens, cette année, ce qui va être clé, parce que l'équipe va arriver avec des faiblesses, c'est sûr. C'est comme la saison passée, Carey Price a gaulé pour 901. Les 2 gardiens en moyenne gaulaient pour 901. Fait qu'on n'a pas eu du bon goaltending la saison passée. On est rentré sur la peau des fesses. On est rentré parce que les Flames de Calgary n'étaient pas capables de gagner un match pour sauver leur vie, même si sur papier, c'est une très bonne équipe. Parce que de saison aussi. Le début de saison a aidé en petit guidou. C'est les Canucks, là. Tu avais les Canucks qui étaient un dumpster fire, mais ils ont tellement de bons éléments, mais non, c'était un dumpster fire. Ces 2 équipes-là n'ont pas été capables de rattraper les Canadiens, mais si les Canadiens avaient été dans une autre division, on aurait eu d'autres discussions au mois de mai. C'est là, je t'arrête. Tout le monde disait la division Nord, c'est la plus faible. Ils sont rendus en finale, Colin. Mais tu as raison. L'équipe est bâtie pour les séries. Il était peut-être, parce que là, je pense pas. Vas-y, continue. Non, mais comme d'avoir un Shea Weber, une défensive hermétique, physique, robuste, d'avoir un Carey Price un bon gardien de but, ça te change le visage d'une formation. Carey Price était tiède pendant toute la saison. On a eu l'air un peu fou pendant une couple de matchs. Quand il est arrivé en série, c'était un mur. Fait que, en mode playoff, la défensive était en mode playoff. La ligne Toffoli, Suzuki, Caulfield s'est trouvée comme à partir de la deuxième ronde. On dirait que tout a fonctionné pour nous autres en série, mais il y a souvent rien qui fonctionnait de cette manière-là comme en saison. Fait que je suis vraiment comme ambivalent par rapport à la saison qui s'en vient. Est-ce qu'on va avoir du bon goaltending? C'est une chose,
Je m'excuse, j'ai l'impression d'avoir fait dévier le sujet de conversation. Est-ce que tu peux me répéter ta question? Alors, moi, la dernière intervention que j'ai faite, je me suis offensé de me faire dire qu'on était dans une division faible, dans une autre, on n'aurait pas fait les séries. OK? T'as Là, je m'étais raison, t'as offensé. raison. Puis là, moi, je te lance en me disant, on a battu les Golden Knights, qui étaient censés être une équipe pour la Coupe Stanley. Fait qu'en quelque part, il n'y a pas de complexe à avoir. Sauf que dans toutes les descriptions que tu as faites, moi, il y a un point que je trouve qui est hyper important, c'est qu'on a perdu beaucoup de leadership. Parce que des gars comme Corey Perry puis Shea Weber, Shea Weber va peut-être être dans l'entourage, mais c'est pas la même chose quand tu es sur la glace avec les boys. Ouais, c'est pas la même chose. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Quand tu dis on est bâti pour les séries, ben, il y a le caractère qui compte pour beaucoup en série. Puis là, ben, le fait d'avoir perdu ces gars-là, pour moi, je ne crois pas qu'un gars comme Hoffman, un gars comme même Savard, que j'aime beaucoup, je ne pense pas qu'il apporte cette dynamique-là. Ouais. C'est pas des gars qui vont rajouter cette dynamique-là. Puis je connais peut-être moins l'aspect leadership d'un gars comme Paquette ou Perrault, mais je pense pas non plus. Là. Fait que ça me fait peur un peu pour les séries. Je vais bondir sur ton idée de leadership. Je vais te proposer une image, puis je veux que tu me dises comment tu feels par rapport à cette image-là, parce qu'au final, c'est comme ça que je me sens par rapport à l'état de l'équipe en ce moment. Je pense que cette saison, durant la off-season, on a fait beaucoup de surplace, puis qu'on a même avalé une couple de bouillon. T'sais, on avait Shea Weber, qui avait, lorsqu'il était en santé, l'un des meilleurs tirs frappés de la Ligue, qui était une des pièces maîtresses de notre avantage numérique durant plusieurs années, même si l'avantage numérique connu ses hauts et ses bas. Shea Weber amène une présence aussi dans la chambre au niveau du leadership. Tu avais des leaders comme Corey Perry, qui était là, veut pas. Eric Stahl, qui, c'est sûr, ont aidé l'équipe à se calmer comme lorsque la situation devenait plus épineuse. Tu as perdu Tomas Tatar. Mais tu sais, Tomas Tatar, cette saison, les Canadiens, Tomas Tatar, il ne semblait pas être là. La ligne de Dano, Gallagher, Tatar est morte cette saison. Puis même, je te dirais qu'elle est morte durant les saisons dans la bubble à Toronto. T'sais. Ça faisait longtemps qu'on essayait comme de remplacer ça. Mais là, on était chercher Mike Hoffman, qui n'est pas une darling des statistiques avancées, à part pour ce qui est de l'offensif. Tatar, lui, il était bon dans les deux zones. C'était le upside de l'avoir. Il pouvait t'amener comme une production offensive. Puis Mike Hoffman, il va être excellent sur le power play, va compter comme des gros buts, mais pour moi, ça remplace Tatar sans plus. Ça l'amène quelque chose de différent. Ça l'amène quelque chose de différent dans la soupe, mais ça ne la rend pas nécessairement meilleure. Puis en plus, tu perds Philippe Dano, qui était une de tes pierres angulaires comme en série, qui est un maître de la défensive, puis qui a des bonnes statistiques avancées comme au niveau offensif, mais ça, c'est parce qu'il joue avec Tatar, puis il joue avec Gallagher, qui les deux comme drive le jeu comme des fous, puis lui, ben, il était là-dedans aussi, fait que t'en prends puis t'en laisses, mais si tu te ramasses avec une équipe qui a perdu des plumes, qui a essayé de combler les trous de la meilleure façon qu'elle semblait pouvoir le faire, qu'elle pensait pouvoir le faire. Puis, mais au final, tu fais un peu du surplace comme avec tout ça. T'sais. Est-ce que tu es d'accord avec ma façon de voir les choses? Ben, oui, je suis d'accord dans le sens que ce n'est pas des changements qui sont drastiques, mais tu as un autre genre de philosophie, puis ça, je te l'ai exposé tantôt, c'est qu'on a été chercher un défenseur qui est solide défensivement. On ne va pas compter sur la défensive pour appuyer autant. Puis de toute manière, dans les dernières années, Weber avait de la misère à le faire, il avait de la misère à patiner, il était plus lent, disons. Donc, je pense que là, l'organisation veut vraiment que ce soit ses ailes qui soient très avancées offensivement puis qui produisent offensivement. Fait que je pense que c'est ça la vue de la formation actuelle. C'est ça qu'on espère de cette équipe-là. Tandis que par les années passées, on misait quand même sur la production de nos défenseurs. But still, en séries éliminatoires, nos défenseurs, ça a été vraiment fuck all en termes de production offensive. Fait que, est-ce que c'est un bon choix qu'il a fait? Bien, c'est les résultats de cette année qui vont nous le dire. Mais la production des défenseurs, c'est dans l'ADN de l'équipe durant la saison. Tu avais Jeff Petrie. Avant que Jeff Petrie se casse un doigt en série en mettant sa main dans le trou pour le photographe, le petit trou circulaire sur la baie vitrée. Tu sais, Jeff Petrie, c'est un pilier de l'offensive des Canadiens encore. Là, tu perds Shea Weber. Shea Weber, même ralenti par les blessures, parce que ce gars-là est blessé depuis 2 ans. Il est blessé depuis il a reçu un tir de Jack Eichel, si je ne me trompe pas. Puis il a joué 20 matchs sur sa blessure. Il pensait qu'elle allait être correcte. Les médecins du Canadien se sont prononcés et étaient comme c'est correct que tu joues sur ta blessure. Puis finalement, ils ont réalisé que ça l'érodait des tendons. T'sais.
ça a endommagé son truc, il s'est fait opérer par rapport à ça. Puis il y a même un journaliste de TSN, je crois, qui s'était prononcé pour dire que ce genre d'opération-là allait mettre un terme à la carrière du capitaine des Canadiens. Finalement, il a raison. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr, mais disons que c'est peu probable, mettons. On se dirige vers ça, mais ouais. Marc Bergevin était chercher des beaux morceaux. Fait que Marc Bergevin n'est pas à mettre au bûcher. Il a comblé les cases qu'il pouvait cocher, mais ça reste que c'est une équipe, c'est une ligue qui joue à 32 équipes. Il y a d'autres équipes qui vont faire leur move. Puis je pense que vous allez chercher comme un David Savard, c'est bien, mais peut-être qu'aller chercher un autre défenseur meilleur que Chris Wideman sur ta troisième paire. Ça aurait été comme vraiment cool aussi. Je l'avais oublié, lui. Oui, de perdre Philippe Danault, c'est OK, fine, il coûte vraiment trop cher à 5,6 millions, avec 3 années protégées de clauses de non-mouvement. Puis, tu sais, comme, va-t'en à Los Angeles, mon fils, c'est correct. Tu sais, comme, tu vas manger de la pizza, tu vas te faire griller au soleil. Ça va être le fun, tu vas avoir du plaisir avec ta conjointe. Aucun problème avec ça. Mais remplace-le-moi par d'autres choses. L'affaire, c'est que cet été, il n'y avait pas beaucoup de deuxième centre disponible. Un deuxième centre, normalement, une équipe, ça veut garder ça. Il faut vraiment que tu sois en feu comme les Coyotes de l'Arizona. Tu vois, je m'en suis rappelé, pour que tu vendes ton deuxième centre. Fait que est-ce que si les Canadiens changent, pas changent, mais si les Canadiens vont chercher un move, ils vont se chercher un deuxième centre, l'échiquier va avoir l'air vraiment moins pire, mais là, parce que le deuxième centre n'est pas là, ça crée énormément comme de pression comme en avant. Ça met énormément de pression sur des jeunes joueurs. Ça les expose, ça les fait s'ajouer sur une chaise qui n'est pas la leur. En défensive, parce que Shea Weber n'est plus là, mais tu te ramasses avec une défensive beaucoup plus modeste, tu sais, comme en stature. C'était comme 4 défenseurs qui sont solides en série, tu sais, défensivement. Quand tu dis en stature, tu ne parles pas physiquement, là. Parce que franchement, Savard, il n'est pas tout petit. Là. Il n'a peut-être pas la stature de Weber, mais c'est un gars qui est imposant. Non, mais ça reste 4 gros défenseurs là, qu'on a sur notre top 4. C'est juste que c'est pas le même top 4 qu'on avait l'année passée. C'est la version Wish de l'année passée. Elle va faire la job, mais ça se peut que ça casse au milieu de la saison. Puis nos gardiens de but, oui, Carey Price a montré des flamèches pendant toutes les séries, mais tu ne sais pas ce qu'ils vont vraiment te donner au mois d'octobre. Tu ne sais pas ce qu'ils vont te donner au mois de novembre. Carey Price, depuis les 4 dernières années, jusqu'au mois de novembre, il n'arrête rien. Des ballons de plage, ça passe, ça ne va pas bien. Puis il finit par se ressaisir, par connaître des bons mois, mais en saison, c'est plus difficile. Mais Marc Bergevin ne pouvait pas jouer là-dedans. Il ne pouvait pas comme se mettre à échanger Price ou à échanger Allen. Il faut qu'il fasse confiance à ces gars qui sont là. Fait qu'il ne pouvait pas comme s'assurer de renforcer cette faiblesse-là. Il n'y a pas le choix. Il est même attaché. Il y a 14 millions du cap qui est consacré à ça. Fait que l'équipe, en ce moment, ça va passer, mais elle est plus en porcelaine qu'elle était, mettons, je pense. Il y a un point que j'aimerais juste apporter. Puis moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'admiration pour un gars comme Barry Trotz. Barry Trotz, c'est selon moi l'un des ou sinon le meilleur entraîneur de la Ligue. Barry Trotz salivait à avoir Jean-Gabriel Pageau. C'est à peu près le même genre de centre que pouvait être Philippe Danault. Pageau est plus rapide, il est peut-être un peu plus offensif, mais Danault est tellement intelligent défensivement. Des fois, là, il faut que tu te salisses les mains et que tu décides de faire un move. Puis eux autres, ils vivent avec Pageau à comme 5 millions par année. 0,5 millions pour garder Danault. C'était pas tant, là. Non, mais tu sais, de garder Danault, ça l'aurait réglé comme un gros problème. Ça l'aurait empêché Marc Bergevin de vivre beaucoup moins de migraines cet été. T'sais, mais en même temps, il n'y avait pas juste les Kings qui couraient après Danault, tu avais les Rangers aussi, selon Elliot Friedman, qui offraient à peu près la même chose. Puis ce que Friedman pense qui a fait pencher la balance, c'est les 3 années où Danault était protégé avec une clause de non-mouvement. Donc les Kings, ils voulaient, puis ils ont été le chercher. Ils ont mis l'argent sur la table, puis les Canadiens n'étaient pas 2e dans cette course-là, ils étaient peut-être 3, 4e. Donc, ça fait mal au cœur parce que Marc Bergevin, il avait le temps de négocier avec et de le garder chez eux. Malheureusement, Philippe il est rendu sur Hollywood Boulevard. Fait qu'il faut vivre avec. Il faut vivre avec, je suis d'accord. Pour moi, ça a été un échec, par contre, là, parce que even though qu'il y avait plusieurs équipes, tu avais un avantage notable si tu négociais toute l'année avec ce gars-là.
Puis, je veux dire, on n'en a pas profité au final. Puis bon, on vient de perdre un gars qui était bon avec les médias, qui avait du leadership, un gars qui il avait du fun avec les médias. Il n'était pas juste bon, il tripait avec les médias. Fait, pour moi, ça a été une perte monumentale, mais quand même, on a une équipe, d'après moi, qui devrait avoir peut-être une autre approche au niveau de la production offensive. J'aimerais ça qu'on parle un peu plus d'autres équipes aussi. Oui, on peut faire ça. Parce que là, il y a eu plein de mouvements dans la LNH. Il y a eu des équipes que ça a été plus drastique, il y a des équipes que ça a été plus glorieux. Toi, tu m'as retenu plusieurs équipes. J'aimerais ça quand même qu'on parle vite de Marc-André Fleury. Alors, qu'est-ce qui est arrivé par rapport au fait qu'il a été transigé? Il l'a appris parce que son agent a vu sur Twitter que c'était mentionné qu'il était transigé. Ça a été un grave manque de respect de la part de l'organisation, mais est-ce que Fleury peut saisir cette opportunité-là pour relancer sa carrière? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voir les Blackhawks de Chicago en série la saison prochaine pour les mouvements qu'ils ont fait aussi avec Seth Jones. Ouais, je pense que c'est le retour de Jonathan Toews. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel. Donc, la possibilité d'avoir une série Chicago-Vegas pour que Fleury vienne montrer... Oui, c'est ça qui se venge. Je pense que c'est probable. Marc-André Fleury, peut-être qu'il lui reste une année, peut-être qu'il en reste 2. Mais c'est un gardien performant. Il a gagné le Vézina. Fait que j'ai trouvé le deal absurde. Parce que normalement, un gardien de ce trempe-là, ça ne part pas pour des peanuts. Au début, ça a échangé contre rien. La première information que j'avais, c'était rien. Qu'est-ce que c'est ça? Ça se fait même pas. C'est pas légal. C'est fucking ridicule. C'était ridicule, mais en même temps, et le cap space a tellement de place dans la Ligue nationale actuelle, surtout avec le fait que le cap est fixé à cause de la COVID pour peut-être les 3 prochaines saisons. Ça fait que les équipes vont se débarrasser de gros assets comme ça, surtout s'ils ont un bon premier gardien de but qui est capable de le faire le travail, comme dans le cas comme des Knights de Las Vegas, les Golden Knights. Ça fait aussi que les équipes essaient d'éviter l'arbitrage le plus possible parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des situations grossissent. Ils ne veulent pas signer comme les gros contrats, ils veulent signer des bridge deals. Ils veulent s'assurer de se garder une certaine santé financière parce que tu ne sais jamais ce qui va arriver d'une saison. Peut-être que la moitié de ton roster se ramasse à l'hôpital Sainte-Justine. Peut-être pas à Sainte-Justine parce que c'est un hôpital pour enfants. Puis je pense qu'au niveau de la stature, il y a peut-être juste Paul Byron qui réussit à Oh Seigneur! Écoute, vite, là, j'aimerais ça qu'on parle aussi des Flyers de Philadelphie parce que les Flyers ont fait beaucoup de mouvements. Puis ça, c'est quoi qui, à la fois, m'excite mais me fait peur parce que la chimie ne pogne pas tout le temps. Chez les Flyers, on ajoute un gars comme Cam Atkinson des Blue Jackets de Columbus. On a ajouté des défenseurs. On a ajouté Ryan Ellis, Rasmus Ristolainen, Keith Yandel, le gardien de but Martin Jones. T'en penses quoi de autant de mouvements dans ton organisation? Mais les Flyers de Philadelphie ont pris beaucoup de bonnes décisions, puis ont pris une décision un peu en mode roulette russe, avec un gars comme Rasmus Ristolainen. Et j'aime ça. Moi, en tant que fan de hockey, ça m'excite. C'est d'aller chercher un gars comme Keith Yandel à 34 ans, à seulement 900 000, quand on sait qu'il y a quand même... Il est capable quand même de donner des grosses minutes sur le power play puis une certaine production offensive. Il y a 9 saisons de plus de 30 passes, Keith Yandel. Ouais. C'est l'homme d'affaires, ça. Là. Il est capable de mettre une puck sur une palette, Keith Yandel. Fait que, de l'avoir à 900 000 $, ça fait pas mal. Juste une petite parenthèse, là, c'est qu'ils se sont débarrassés de 2 machines à revirement en Gustafsson et Sean Gottesberg, puis ils vont chercher 2 machines à revirement en Yandel et Ristolainen. Leur identité reste la même. Kind of. Ils ont changé leur âge, mais c'est pas mal tout. Là. Mais l'ajout d'un gars comme Martin Jones, c'est un gars qui a de l'expérience. Fait que je pense que pour Carter Hart, c'est un très bel ajout pour l'organisation. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette équipe-là. J'ai hâte de voir aussi, Hart, ils l'ont signé pour un contrat de 3,9 millions jusqu'en 2023-2024. Ils montrent leur confiance, parce que cette année, c'était pas glorieux pour Carter Hart. Je pense que durant le mois de mars, il y avait une moyenne de 5 et plus, accordé comme 5 buts par match. Ça a été difficile. Ça a été très difficile, mais le kid a du talent, l'équipe lui fait confiance. Le swap, Cam Atkinson, Voracek, c'est un swap de cap salarial, je veux pas, parce que Atkinson, à 32 ans, gagne 5,8 millions par saison, tandis que Voracek est signé à 8,2 millions jusqu'en 2023-2024.
Les deux gars ont eu des saisons un peu moins glorieuses. Les 2 dernières saisons, pour les deux, c'était un peu moins glorieux. Cam Atkinson, il y a 3 saisons, a fait une saison de 40 buts. C'est 2 compteurs, c'est 2 gars qui sont capables de tenir une production offensive. Fait qu'un petit changement dans le locker room aussi, pourquoi pas. Surtout qu'on sait que Delwees avait mentionné que dans le vestiaire des Flyers, c'était un peu le bordel. Fait que peut-être qu'ils ont besoin d'un changement d'air. Oui, c'est ça. Puis Atkinson, c'est un gars loyal, c'est un gars d'équipe. Fait que, il va amener quelque chose de le fun, c'est sûr. Tu as Ryan Ellis aussi, qui est une grosse présence, qui a des minutes comparables à celles de chez Weber. C'est un défenseur de première. C'est super cool. Et Ryan Ellis avec Provorov, Steinheim avec Ristolainen, c'est une hostie de grosse défensive juteuse, ça là. C'est des gros jambons. Juteuse? J'aime pas c'est massif comme truc, là. C'est pas de la petite bière, c'est pas de la Stella Artois, cette affaire-là. C'est la grosse bière noire. C'est comme... c'est thick. On porte pas de jugement sur les couleurs. Non, du tout. Non. Toutes les couleurs se valent. Les couleurs sont belles. C'est ça, mais le fait d'aller chercher comme un gars, comme ils ont donné beaucoup aussi pour Rasmus Ristolainen, mais il y a 6 pieds 4, 220 livres, puis il n'y a personne qui performait bien comme sur l'équipe des Sabres de Buffalo au cours des 5 dernières saisons. Seigneur, non. Rapidement, là, comme dernier sujet, parce qu'il ne nous reste plus grand temps, tu me disais que tu ne comprenais pas trop qu'est-ce qui s'était passé avec les Coyotes. Oui. Écoute, les Coyotes, je pense qu'ils sont en transformation. Exact. Les autres, ils ont contacté le numéro de la chirurgie esthétique de la Ligue nationale, puis ils étaient comme « Hey, j'aimerais ça comme avoir un nouveau visage. » J'aimerais ça que tu m'expliques les motivations derrière les nombreux changements qu'ils ont fait. Pourquoi est-ce que ça vaut la peine pour eux d'aller chercher un Shane Gottisbehere? Pourquoi est-ce que ça vaut la peine de se débarrasser de ces deux premiers gardiens de but? OK, là, première des choses qu'il faut savoir, c'est que du côté des Coyotes, on est une organisation qui a été bâtie sur des statistiques avancées. Donc, on est l'héritage de John Chayka, qui est un obsédé des statistiques avancées. Cette équipe-là n'a pas été bâtie de manière à avoir du caractère et de la hargne. C'est une équipe qui a été bâtie de manière à jouer dans des situations de jeu qui est quantifiable. Et ça n'a pas eu les résultats qu'on voulait. L'année passée, en séries éliminatoires contre l'Avalanche Colorado, ça a été une série qui était carrément ridicule. L'Avalanche Colorado a assiégé les Coyotes. Les Coyotes, c'était une équipe de Ligue américaine qui jouait contre une équipe de la Ligue nationale. C'était horrible à voir. Cette équipe-là a besoin d'avoir plus de caractère, a besoin de changer son identité. Puis là, on a décidé d'opter pour changer tout l'identité de l'organisation des Coyotes. Fait que là, on a fait plusieurs moves, mais dans tous ces moves-là, là, tu te dis, tes 3 gardiens ne sont plus là. Tu avais anciennement ton 3e gardien, Aiden Hill, qui est rendu avec les Sharks de San Jose. Tu as Antti Raanta qui est rendu avec les Hurricanes de la Caroline. Darcy Kemper qui est rendu avec l'Avalanche Colorado. Là, tes 2 gardiens, c'est Carter Hutton et Josef Kuznetsov. Ça, c'est tes gardiens. On s'entend que Kuznetsov, il y a un potentiel. Carter Hutton, c'est un auxiliaire à Buffalo. Il n'y a rien à se mettre à la tête de ses murs. Puis là, on transige notre capitaine, Oliver Ekman-Larsson, dans une méga transaction qui a été peut-être mal compris par beaucoup de gens. Je veux l'expliquer rapidement, OK? Parfait. Première des choses, on a un nouveau propriétaire qui s'appelle Alex Moroiello et ce gars-là, il s'aime beaucoup et il croit tout connaître. C'est un gars qui s'implique beaucoup dans les opérations hockey. C'est de quoi que Jeff Molson ne fait jamais à Montréal. Lui, il fait beaucoup au niveau de son organisation. Fait que, dis-toi que ce n'est pas éloigné le fait qu'on a choisi, entre autres au draft, le fils de Shane Doan. Il y a l'idée de famille derrière ça, puis c'est un gars qui dit aimer sa famille. On pourrait en parler une autre fois, là, c'est pas nécessairement une meilleure des personnes, mais bref. Ce gars-là a rencontré Oliver Ekman-Larsson cette année, puis en fait, comme la dernière saison, et il a dit « Lève ta clause de non-mouvement, je te veux plus dans mon équipe, tu n'es plus dans mes plans. » Tu dis ça à ton capitaine. Il l'a rencontré dans un restaurant, puis il a fait comprendre très clairement qu'il ne faisait plus partie de ses plans. Armstrong, l'année passée, avait demandé à Ekman-Larsson, est-ce que tu accepterais de lever ta clause de non-mouvement? Puis il avait dit oui, sous 2 conditions. Avant telle date, je ne me souviens plus, je pense que c'était le repêchage amateur, puis soit à Vancouver, soit à Boston. OK. Ta transaction est presque impossible. Tu as juste 2 choix d'équipe. Tu peux uniquement avec les Canucks ou les Bruins. Les Coyotes étaient pris avec ça. Et les Coyotes avaient aussi à payer le coût d'une pénalité stupide de tricherie. Ils n'ont pas de choix de première ronde. Alors, ce qu'ils voulaient, c'était un choix de première ronde pour Ekman-Larsson et il y avait juste 2 possibilités, Boston ou Vancouver. C'est tout. Alors, les Coyotes ont été obligés de faire une méga transaction qui a impliqué, entre autres, un gars comme Connor Garland, qui a été chercher des trous financiers en Jay Beagle puis en Louis Eriksson.
mais ils n'ont pas eu le choix de le faire parce qu'ils voulaient absolument avoir un premier choix et ils ont obtenu le premier choix des Canucks de Vancouver. Et ça, c'est peut-être la plus grande des réussites qu'ils ont faites. Mais ils ont perdu quand même un gars comme Connor Garland, qui est un joueur qui a été peut-être le plus productif offensivement. En tout cas, celui qui avait le plus de cœur de l'équipe, ça c'est sûr et certain. Ils l'ont perdu. Connor Garland n'est pas connu comme un joueur fidèle à l'organisation. Fait que ce n'est pas nécessairement la plus grosse des pertes. Les Coyotes vont miser pour bâtir alentour d'un gars comme Jacob Chichern, qui est un défenseur exceptionnel de jeune âge, un gars comme Barrett Eaton, Victor Soderstrom. Ils vont miser sur eux autres. Ils ne misent plus sur ces gars-là. Ouais. C'est un choix d'organisation. Ils ont réussi en l'espace de quelques mois à aller chercher un total de 7 choix au prochain repêchage entre la ronde 1 et la ronde 2. Ils ont 2 choix en première ronde l'année prochaine, puis ils ont 5 choix en deuxième ronde. Ce qu'ils veulent, c'est rebâtir. Le choix l'année prochaine, le repêchage devrait être fort. Ils vont all-in pour là. C'est triste parce qu'on perd notre capitaine des dernières années, mais en même temps, on a réussi à obtenir notre choix de première ronde. Puis les gros contrats qu'on a été chercher, il reste 1 an ou 2. C'est ça. Je pense que ça va être étrange pour plusieurs fans des Coyotes cette année de voir tous les joueurs comme les J.B. Gold de ce monde. C'est personne qui va acheter le chandail de J.B. Gold dans l'uniforme des Coyotes. Eh bien, je veux juste te donner un Andrew Ladd. Andrew Ladd jouait dans la Ligue américaine l'année passée. C'est un gouffre financier, ce gars-là. Ah ouais, solide. Il a dit qu'il a hâte de jouer avec les... Moi, j'étais sûr qu'il allait faire comme Marianne Nossa, genre qu'il n'allait jamais porter le chandail. Mais il a dit qu'il a hâte de jouer. Fait que je vais peut-être avoir Andrew Ladd en Arizona, toi, crime. Louis Eriksson et Andrew Ladd, bro. Pourquoi pas? Ça te fait une méchante deuxième ligne. Oh my God! Tu sais, quand tu dis des en tout cas, anyways. Ouais, mais tu sais, je pense qu'en tant qu'organisation, tu as 2 choix. En tant que fan, pour plaire à tes fans, c'est soit tu leur présentes un plan, ou c'est soit tu y vas all-in et tu gagnes maintenant, puis tu fais des grosses transactions. Au moins, comme en Arizona, comme en ce moment, il y a un plan. T'sais. Exact, puis c'est un plan de reconstruction. Puis on n'est pas gêné de faire un reset. On n'a pas le fanbase qu'on a à Montréal. Fait que tu n'as pas vraiment à plaire à ton fanbase. Tu as le temps de le faire. Morello, c'est un gars qui a beaucoup de sous. Là. C'est peut-être un des propriétaires les plus riches. Là. Fait que, il s'en fout de faire 2-3 ans, mais il faut que tu amènes un show à moyen terme. Puis ça, c'est hyper important pour lui. Puis Gottisberg, ben écoute, c'est un défenseur qui est spectaculaire à sa façon, mais ça ne sera pas l'un des meilleurs défenseurs. Vraiment, la première paire, théoriquement, devrait être avec Jacob Chichern, d'après moi. Là. Fait que je ne penserais pas qu'il ferait jouer Chichern avec Gottisberg. Ça m'étonnerait bien gros. Ouais. Ça serait étrange comme première paire. Ouais, ben en tout cas... Ouais. Il crée trop de revirements. Ça me rappellerait l'époque de Keith Yandel. Keith Yandel était tellement irresponsable défensivement, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il est rendu avec les Flyers? Exact. Les Flyers ont besoin d'un autre qui perd le puck, qui crée des revirements. Chaque organisation des Flyers en a eu un. Fait que, au moins un. Fait que, ben là, il porte le flambeau. Keith Yandel, sur une troisième paire, il ne fera peut-être pas tant mal parce qu'en avantage numérique, c'est encore une menace. Ouais. Enfin bref, est-ce que tu as un mot de la fin, une équipe qui t'a marqué plus que d'autres que tu voudrais parler? Ouais, ben moi, les Rangers, ils m'ont marqué. Je ne sais pas ce qui se passe avec les Rangers. Les Rangers échangent Buchnevich contre Samuel Blais, puis un deuxième choix au total. Buchnevich qui sortait comme d'une saison de 41 points en 56 matchs. OK, on perd un ailier de top 6. Ils vont signer Ryan Reeves, puis ils vont chercher Goodrow. Puis ensemble, quand tu combines le salaire de Goodrow à 3,6 millions puis celui de Reeves à 1,75, ça fait 5,3 millions. Buchnevich a signé à Saint-Louis pour 5,8. C'était quoi d'aller chercher 500 000 de plus pour payer ton gars de top 6? Genre, un gars de bottom 6, c'est censé venir de ton club école. Là. Tu les produis, ces gars-là, habituellement. Tu es capable de les repêcher, tu es capable de les remplacer, tu es sûrement capable d'aller les chercher à rabais. C'est fait comme les Maple Leafs. Les Maple Leafs, ils vont chercher des third-liners, des fourth-liners à rabais autour de la ligue. Là. C'est juste ça qui fait Carl Dubas. Il va dans les marchés aux puces, puis check. Genre, il faut dans les boîtes, il est comme, y a-tu un goaler? Ah, Peter Mrazek. Oh, parfait. Tu vas être mon deuxième gardien de but. Excellent. C'est comme, okay. Mais c'était quoi? Pourquoi Chris Drury n'a pas fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi. Probablement que les Rangers ont encore le potentiel comme de réussir cette année. T'sais, ils ont Mika Zibanejad, ils ont Alexis Lafrenière, ils sont bourrés de talent. Mais
Ouais. Dans quelle direction est-ce que cette équipe-là s'en va? Je ne sais point. Moi, ce que je te lance, là, c'est qu'on s'attend du côté des Rangers à ce que nos jeunes vont remplir des rôles top 6 puis de manière solide. Des gars comme Capo Caco puis Lafrenière vont jouer des rôles importants. Panarin est toujours là, Kreider est toujours là. Donc, tu sais, on avait peut-être plus nécessairement besoin de Buchnevich. Puis on a eu des complexes face aux Capitals de Washington. Parce que quand Wilson a pété sa coche, il n'y avait personne pour répondre. Puis là, on a été chercher des gars qui sont capables de frapper. Donc, les Rangers, ce n'était pas une équipe qui était connue forte physiquement. Puis on a décidé de se grossir. On a sacrifié quelque chose qui est top 6, mais en même temps, est-ce qu'on va en avoir de besoin à long terme? Peut-être pas. Tu as des équipes comme ça qui regorgent de talents offensifs et qui ont besoin de s'en départir un peu pour aller chercher plus de profondeur. Ouais, je sais, mais tu vas chercher quelque chose de. Tu sais, Samuel Blais, c'est un excellent joueur de hockey. Tu sais, je l'adore, mais tu sais, un gars qui vient de finir une saison avec 41 points, qui est clairement comme sur un offside, qui est un compteur de 20 buts affirmés dans la Ligue nationale de hockey, tu l'échanges contre un gars qui va jouer sur ta troisième ligne, qui va probablement comme rester sur ta troisième ligne. C'est un peu étrange. Est-ce que tu te souviens, je pense que c'était Jordan Eberle contre Adam Larson. Tu sais, c'était. Ouais. Mais Eberle, c'est parce que les Oilers avaient trop de talents offensifs, fait qu'ils ont donné des talents offensifs pour ce qu'ils croyaient être un défenseur plus solide. Puis ça a pas été. C'est juste étrange. Tu sais, j'ai passé la journée où j'ai vu l'échange de Buchnevich, j'ai passé mon temps sur Twitter. Genre, je veux voir des réactions. Je veux voir les fans des Rangers de New York perdre leur shit. C'est ce que j'ai vu. Je voulais voir les Rangers sortir un communiqué qui critiquait la Ligue en disant comme quoi c'est une ligue de broche à foin, on va se faire justice nous-mêmes. Ouais, ça aussi. Ça, c'est dans l'ADN des Rangers. Ils sont spéciaux. Ben, ouais, c'était bizarre un peu le communiqué. Ouais. All right. Ben, écoute, on a fait le tour. Je pense qu'on est rendu à la fin de notre show. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on se dise bye-bye? Ouais, finalement, je vais pouvoir te dire mon mot de la fin parce que c'est ce que tu m'avais lancé tantôt. Là, je suis parti sur mon affaire de Rangers. Mais, vas-y. C'était un plaisir de jaser avec toi. Et il faut qu'on fasse des podcasts plus souvent. Il faut qu'on les fasse plus longs aussi. Je pense qu'on le voit dans nos commentaires. Nos abonnés nous le demandent. Ils ne veulent pas des podcasts de 25 minutes. Ouais, on s'est les fait dire ça. On va faire des podcasts un peu plus longs, des podcasts de 1 heure. Je pense que ça pourrait être bien aussi. Là. Puis ça serait bien qu'on se parle plus souvent, effectivement. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais, on va s'arranger pour avoir un setup par rapport à ça. Ouais. Fait que, bien content de t'avoir jasé. Moi aussi, je tiens à dire un très gros merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés à partir de la maison. Bien entendu, vous pouvez nous suivre sur différentes plateformes, dont entre autres sur YouTube et Spotify, puisque ça nous a été demandé, ainsi que sur Facebook. Éventuellement, on va faire des shows live. Pour l'instant, c'est un projet. On veut recevoir également des invités. On a commencé à parler un peu de monde. On a bien hâte de vous présenter ça, mais là, pour tout de suite, on vous dit big love. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis on se revoit très prochainement pour un prochain épisode du podcast À la coupe! Ciao! Big love! Yeah! Il y a de l'amour!